Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, on va parler des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On va parler d'accès à l'égalité en emploi avec Madame Mirlande Pierre, nommée par l'Assemblée nationale en juin 2019 à titre de vice-président du mandat Charte des droits et libertés de la personne et de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Bonjour Madame Pierre. Bonjour Madame Sow, vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir, Mirlande. Mirlande qui est plaisir partagé. Voilà. Mirlande Pierre qui est très connue, c'est une experte reconnue à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de l'immigration et de l'intégration socio-économique et plus particulièrement dans l'intégration socio-économique des minorités racisées. En fait, vous êtes la bonne personne à la bonne place, ça on n'en doute pas. Très gentil à vous. Voilà. Au niveau de cette commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que cette commission? Qu'est-ce qu'elle fait? Et en quoi consiste votre mandat comme vice-présidente? D'accord. Alors, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et donc, la Charte des droits et libertés du Québec. Et elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, comme dans le titre de la commission, donc des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la loi sur l'accès à l'égalité en emploi des organismes publics qui sont assujettis à cette loi. Donc vraiment, de par son mandat et en vertu de des pouvoirs que lui confère la Charte, donc assure les droits de la personne, les droits de la jeunesse. Et dans ce contexte-là, la Commission reçoit des plaintes individuelles, mais qui peuvent aussi avoir une portée dans l'intérêt public, donc une portée systémique. Structurelle. Exactement, voilà. Structurelle, systémique, mais également s'engage dans certaines situations aussi dans des enquêtes qui sont de nature systémique. D'accord. Donc, lorsqu'il y a justement des mesures de redressement qui peuvent justement avoir une portée à portée publique, donc avoir une portée plus systémique, plus large. L'impact de ces décisions peuvent, oui, concerner une personne, donc un individu en particulier, mais peuvent avoir une portée beaucoup plus systémique. D'accord. Où on invite, par exemple, des institutions à mettre en place des politiques publiques, à mettre des mesures qui ont une portée qui va au-delà de l'intérêt d'une personne en particulier. Comme ce qui est arrivé, j'imagine, récemment avec une affiche à l'embauche discriminatoire. Donc, exactement. Quand vous n'avez pas sûrement besoin d'une plainte, des fois, pour intervenir. Donc, vous voyez que ça a une portée systémique. Exactement. Voilà. Comme dans ce contexte-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une lettre directement au directeur du CIUS concerné pour lui demander quelles sont les mesures qui seront mises en place pour corriger cette situation, parce que clairement, l'annonce faisant état de la recherche d'une personne pour combler un poste était discriminatoire. Parce qu'on précisait que le CIUS était à la recherche d'une personne blanche, alors que c'est clairement discriminatoire au sens de la Charte. D'accord. Et donc, on a réagi très rapidement pour qu'il y ait des mesures correctives à cela. Donc, dans votre mandat, donc, vous pouvez recenser des cas, faire des suivis de plaintes, mais est-ce qu'il y a des actions contraignantes ou ça va juste sur la base de recommandations? Non, parce que ça va bien au-delà des recommandations. Dans son mandat général, oui, la Commission fait des recommandations au gouvernement du Québec. Voilà. Un élément de la Charte, c'est par exemple lorsque l'Assemblée nationale a un projet de loi, mais la Commission, tout de suite, va analyser ce projet de loi et dès qu'il y a potentiellement que cette loi peut compromettre ou avoir un impact sur les droits de la personne, donc la Commission émet. Donc régulièrement, nous sommes en commission parlementaire. D'accord. Et l'autre élément, la Commission aussi de sa propre initiative peut déclencher une enquête s'il y a une situation
potentiellement allégués discriminatoires. Donc, il y a la charte confère ce pouvoir-là également à la commission. La commission. D'accord. J'ai lu un peu la charte, puis je vois au niveau du préambule, on fait référence à la laïcité, et au niveau des articles de la charte, on dit clairement que la liberté d'expression, de religion est une liberté fondamentale. Absolument, absolument. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des contradictions? Ça ne vous rend pas le travail plus difficile quand vous parlez, mettons, de recommandations au gouvernement avec, si on prend l'exemple de la loi 21? Okay? D'accord. Mais clairement, juste avant mon arrivée, par ailleurs, avant mon arrivée en juin 2019, la commission avait rendu public un mémoire sur justement PL 21, la loi sur la laïcité 21, et donc la position de la commission était claire à cet égard. Mais compte tenu de la clause dérogatoire là, qui est incluse dans cette loi, qui est maintenant une loi, la commission s'est engagée à documenter et aussi en fonction des 14 motifs de discrimination interdits par la charte, dont le motif religieux, comme la race, comme l'origine ethnique, ethno-nationale, l'orientation sexuelle, les questions de genre également. Donc, il y a 14 motifs. La commission, une personne qui allègue avoir été victime de discrimination, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de la sécurité publique, on parle de profilage racial, ou milieu de l'éducation, peu importe le milieu, une personne qui allègue avoir été victime de discrimination, et ça peut aller jusqu'à des propos aussi discriminatoires. Oui, discriminatoires. Donc, des propos discriminatoires, la commission va recevoir les plaintes, va enquêter, bien sûr, vont regarder la partie aussi, la version de la partie mise en cause, pour faire enquête et voir dans quelle mesure il y a suffisance de preuves pour aller, comme par exemple, dans le cadre de mes fonctions, je préside aussi le comité des plaintes. D'accord. Le comité des plaintes avec 2 autres membres qui sont aussi nommés des membres de la commission, parce que la commission a des membres à temps partiel qui sont nommés par l'Assemblée nationale. Donc, il y a toujours 2 personnes dans le cadre des comités des plaintes où l'on étudie tous les plaintes qui sont reçues, donc indépendamment des motifs qui sont allégués, et nous statuons. Et s'il y a suffisance de preuves, la commission, le tribunal des droits de la personne va effectivement amener un jugement. D'accord. Voilà. On imagine que ce jugement, un tel processus ne peut pas se faire actuellement, mettons, dans le cadre de la loi 21, à cause de la clause dérogatoire. À cause de la clause dérogatoire, dans le sens que... oui, dans ce contexte-là, une personne peut aussi être victime en fonction du motif religieux. La commission va recevoir quand même des plaintes. Et vous allez continuer et surtout les documenter. Documenter, voilà. Donc, un mandat qui a dû vous tenir très, très occupé, hein, surtout avec ces 2 années de pandémie. C'est quoi les enjeux qui ont été les plus prédominants pendant cette période-là? On parle beaucoup de la loi 21, de l'accès à l'emploi, mais y a-t-il d'autres... Moi, je vous dirais, au cours de 2019 à 2020, ça a été beaucoup les questions de racisme. D'accord. De racisme et de discrimination, racisme systémique. Lorsqu'il y a eu ce drame aux États-Unis, le décès de George Floyd lors d'une intervention, une intervention très musclée qui a amené au décès d'un citoyen afro-américain, mais ça a déclenché une mobilisation partout sur la planète. Cette mobilisation a transcendé les frontières américaines pour se retrouver en France, en Europe, un peu partout, mais aussi au Québec et au Canada.
Puis il y a eu quand même une recrudescence aussi de revendications, quelque part les afro-descendants, parce qu'on parle beaucoup de racisme anti-noir, c'est comme un moment, c'est assez. Donc on porte tout au devant de la scène. Oui. Puis vous avez dû avoir, j'imagine, beaucoup de plaintes de racisme, de discrimination à l'emploi et au logement, je pense. Oui, le logement, il y a eu effectivement une recrudescence. Bon an, mal an, je vous dirais historiquement, les deux motifs pour lesquels les motifs interdits là, de discrimination par la charte, c'est le handicap. Et ensuite, race. La race. Donc, on s'entend que la race, qui est un construit sociologique, j'aime bien revenir là-dessus, mais c'est un des motifs reconnus par la charte. Donc, ce motif-là génère des plaintes. Donc, les pourcentages sont toujours... ce sont vraiment les motifs pour lesquels la commission reçoit le plus de plaintes. Voilà. Absolument. Alors, Myrlande Pierre, on va revenir bientôt dans quelques minutes sur ces motifs de race. On va parler du cas George Floyd. On va parler un peu des différences, mais aussi des enjeux communs entre les États-Unis, le Canada, le Québec et le reste du monde. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, du 3 au 16 mai, c'est la 11e édition de Petit Bonheur, le festival culturel des tout-petits, en collaboration avec le réseau Petit Bonheur et les bibliothèques de Laval. Pour suivre les activités proposées, c'est en ligne que ça se passe sur les plateformes Facebook et Instagram. Des activités pour petits et grands dès la naissance. Selon les organisateurs, cette édition vous offre des activités à la carte que vous pourrez réaliser à votre rythme. Contes audio, capsules musicales, projets virtuels de danse en famille, histoire au bout du fil téléphonique compose ce menu qui vous est offert gratuitement cette année. L'union fait la force, c'est un adage qui nous parle particulièrement en ces temps où les efforts de tous sont sollicités afin de faire face à la pandémie. Il s'illustre désormais à travers l'œuvre intitulée « L'unité fait la force », une œuvre collective représentant les efforts communs des employés, médecins, bénévoles, usagers du CIS de Laval devant la pandémie de la COVID-19. Mandatée par la Fondation Cité de la Santé, l'équipe du Cirque Éloise a réalisé cette œuvre en collaboration avec les artistes Camille Blais et Maude Lescarbot, afin de permettre aux héros de la santé de Laval, durement éprouvés par cette crise, de s'exprimer sur cette année toute spéciale et réunir leurs impressions en une œuvre d'art structurale, vivante et colorée. Donc cette œuvre colorée est à admirer jusqu'au 25 juillet à la Maison des Arts de Laval. Le 15 mai, participez au Zumba Zoom organisé par Action Cancer du Sein du Québec à l'occasion de leur levée de fonds du printemps. Pour participer, c'est simple, visitez la page Facebook de l'organisation, faites un don au montant de votre choix et vous recevrez un lien pour participer aux 2 cours prévus cette journée. Une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. Madame Pierre, vous avez dit que parmi les motifs qui reviennent souvent, il y a la race qui fait parler d'elle, hein, d'un océan à l'autre. On a des nouveaux termes, race, racialisé, racialiste, et je n'irai pas dans islamiste, séparationniste, séparatisme même. C'est quoi toutes ces nouvelles notions, surtout la notion de racisé, qui semble ne pas être très comprise? Peut-être ne pas être très comprise, mais ce n'est pas nécessairement une notion nouvelle. Au Québec, c'est une notion qui est utilisée aux États-Unis, donc racialized group en anglais, donc dans la littérature sociologique anglaise, c'est une notion qui est utilisée depuis belle lurette, je dirais. Voilà. Mais au Québec, depuis la fin des années 90, c'est une notion qu'on retrouve de manière régulière dans la littérature scientifique. Alors, c'est une notion, en fait, racisée, groupe racisé, qui réfère justement au processus de racisation. Donc, la race qui est un construit sociologique, mais ce processus de racisation qui, en fait, permet aussi de mettre l'emphase sur les groupes qui sont cibles de racisme.
Donc, du point de vue sociologique et du point de vue de politique publique, c'est plus facile de mieux comprendre quelles sont les réalités des groupes. Au fond, du point de vue de l'équité en matière d'emploi, on parle de groupe d'équité en emploi. D'accord. Vous voyez, donc, ou minorité visible. Visible. Alors, tandis que le groupe racisé ramène justement au processus de racisation qui fait appel à la notion de race qui est effectivement un construit sociologique, mais qui reste encore un marqueur social dans nos sociétés, dans nos sociétés contemporaines. Mais ce n'est pas un choix, mettons, des communautés noires, c'est un construit et qui a été fait souvent à leur dépens aussi. Absolument, mais c'est aussi une notion, c'est une grille d'analyse critique. Pour comprendre la réalité sociologique et du point de vue juridique aussi, comment les discriminations touchent tout particulièrement ces groupes minorisés, donc ces groupes qui sont racialisés. Voilà. On sort souvent l'exception américaine aussi en disant que ça invalide les revendications quelque part au Québec ou en France, que le Québec, ce n'est pas les États-Unis. Le cas George Floyd ne pourrait peut-être pas se produire ici, mais est-ce réel? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou est-ce qu'il y a des enjeux communs? Bien, moi, je pense que tout phénomène social, il faut le resituer, il faut le situer ou le contextualiser dans son contexte socio-historique. Je crois que lorsqu'on parle du racisme aux États-Unis, qui est vraiment endémique, c'est vraiment cristallisé dans les structures, mais on retrouve aussi des manifestations du racisme partout à travers le monde. Partout à travers le monde, et le Québec et le Canada n'y échappent pas. Donc, il y a des manifestations de ce racisme structurel, systémique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la sécurité publique, l'éducation. Donc, ces manifestations se retrouvent dans différents secteurs de la société civile. OK. En peu de mots, quand on parle de racisme systémique ou structurel, de quoi on parle? On ne parle pas d'un Québec raciste généralement, mais de quoi on parle en fait? De quoi on parle? On parle, comme je le mentionnais précédemment, des manifestations de ce racisme à travers les processus, dans les structures. C'est aussi, pour bien comprendre ce qu'est le racisme systémique, c'est la reproduction des inégalités. Vous voyez, à travers le temps, mais aussi à travers les structures c'est aussi faire appel aux rapports de domination qui persistent encore, les rapports de pouvoir qui sont encore inégalitaires dans nos sociétés. Et l'impact de ces rapports inégalitaires fait en sorte que il y a des groupes qui sont plus marginalisés dans certains domaines, où on retrouve encore des inégalités sociales, des inégalités raciales qui persistent encore. Puis d'ailleurs, la COVID-19, cette crise sanitaire a mis en exergue les inégalités qui sont encore persistantes dans nos sociétés. OK. Et si on revient au cas George Floyd, j'imagine quelque chose qui a dû vous marquer. Vous êtes afrodescendante. C'est quelque chose qui a mobilisé les gens un peu partout, puis qui a fait aussi beaucoup appel aux émotions. Un verdict qui était attendu, qui est tombé hier avec la condamnation de Derek Chauvin. Comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, écoutez, lorsqu'il y a eu cet acte, en fait, en direct, voire comme ça, un homme, suite à une intervention policière, mais vraiment cette violence policière qui a conduit au décès d'un homme, puis on a pu voir ça en direct par rapport aux médias sociaux, cette jeune fille de 17 ans qui a filmé cet acte, et ça a contribué là justement à faire en sorte que la preuve, elle était non seulement tangible, mais c'était une preuve révélatrice que personne ne pouvait remettre en question quelque part. Alors ce jugement, je pense du point de vue de la société américaine, je crois que le jugement, c'est un jugement juste qui a été rendu pour l'ensemble de la société américaine. Est-ce que ce jugement va amener des changements du point de vue structurel et systémique?
Je crois que c'est un pas dans la bonne direction, certainement. C'est un jugement qui était attendu clairement par la population afro-descendante, mais par l'ensemble de la société américaine. Alors, oui, je crois que c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut continuer à se mobiliser pour, collectivement, cette mobilisation pour contrer le racisme, qui est un phénomène délétère qui a des impacts sur la vie des gens, la vie des gens dans leurs recherches, les obstacles en emploi, dans le domaine de la sécurité publique, on parle du profilage racial. Alors, il faut collectivement continuer à se mobiliser pour enrayer, pour lutter contre le racisme et la discrimination, parce que c'est pas quelque chose de désincarné. Non, le racisme, pas du tout. ce n'est pas que théorique. Ça se passe dans la vie des gens. C'est des barrières additionnelles que vivent certaines personnes. On a pu le voir pour la communauté asiatique dans le contexte de la COVID. Il y a recrudescence des actes violents, des propos violents envers une communauté bien ciblée. Les communautés noires font face à ce racisme dans tous les domaines. Et les personnes d'origine arabe également, racisées. Alors, c'est un racisme qui touche de manière particulière différents groupes. D'accord. Ça doit être éprouvant de travailler quand même aussi dans ce climat-là, dans ces enjeux-là, je dirais. Peut-être votre climat de travail est très engageant, mais vous faites toujours face à ce qu'il y a de plus mauvais des fois chez les individus et aux frustrations aussi. Comment vous faites pour passer à travers, puis qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant d'abord? Mais d'abord... oui, bon, bien sûr, comme femme noire, c'est des sujets qui nous interpellent directement parce que parler du racisme, c'est pas désincarné. Toutefois, il y a quand même cette approche scientifique sur laquelle on se base sur des analyses. Moi, je n'aime pas aller dans l'anecdotique parce que c'est facile d'aller dans l'anecdotique. Mais si on veut, du point de vue de politique publique, amener des changements structurants, il faut que ça soit fondé sur des études scientifiques, des analyses, des faits probants. Voilà, documentés des statistiques. Exactement, par des statistiques, par des analyses tant quantitatives que qualitatives. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire avancer les choses du point de vue aussi des institutions. Parce que dans la conception de politique publique, par exemple, oui, je comprends que les mobilisations sont très importantes. Le rôle de la société civile apparaît comme étant incontournable. Mais du point de vue des institutions et de la conception de politique publique, par exemple, il faut se fonder sur des analyses, des faits probants. Voilà. Alors, moi, j'ai eu depuis plusieurs années que je m'investis là, dans ces questions-là. J'en fais quelque part une cause, c'est une cause sociale. Alors, c'est en me basant justement sur des analyses qui vont faire en sorte que les gens vont arriver à mieux comprendre, à mieux saisir comment ça se traduit et comment on peut reprendre ces éléments d'analyse pour mettre en place des mesures structurantes et des politiques publiques qui vont pérenniser, par exemple, que ce soit l'action gouvernementale, mais aussi du point de vue de la commission, lorsqu'elle émet des recommandations, mais la commission se base sur de vastes études. Prenons par exemple l'étude sur les actes haineux. Menée en 2019, la commission a rendu publique une des plus vastes études sur les actes haineux à caractère xénophobe. Et ça, et justement, le fait d'avoir documenté la problématique fait en sorte que d'autres institutions vont reprendre les éléments de ces analyses-là pour aller plus loin, soit justement en mettant en place des mesures, des programmes pour s'attaquer, par exemple, à ce phénomène. Voilà. Un lien quelque part entre votre profil de chercheuse et aussi d'implication sociale et de justice sociale. De justice sociale et tout. Oui, parce qu'un des éléments, moi, qui m'a amené à m'intéresser à la sociologie, au départ, c'était la question des inégalités sociales. Je me rendais compte, plus j'avançais dans mes études, je voyais vraiment cette persistance des inégalités sociales et des inégalités raciales. Ce qui a fait en sorte que je me suis comme défini un champ
d'expertise qui a porté sur justement les questions d'intégration et de discrimination dans le domaine de l'emploi par rapport aux minorités racisées. Voilà. Là, justement. On pourrait en parler toute la journée, Myrlande Pierre, de cette expertise et de l'implication. Mais on arrive au terme de l'émission avec votre coup de cœur. Je sais que j'ai compris que la musique vous aidait à passer à travers des moments difficiles, de doutes, ou de tristesse et d'espoir. Et d'espoir surtout, parce que cette musique-là, pour moi, elle traduit là, justement cet espoir que les changements vont se traduire concrètement. Voilà, donc en fait, c'est une musique qui invite justement à garder cet espoir que collectivement, nous pouvons venir à bout des choses et de croire aux changements sociaux. D'accord. Alors, Change Gonna Come de Sam Cooke, hein, c'est votre coup de cœur. Exactement, Samuel Cooke, de son nom d'artiste Sam Cooke, mais interprété par le père et le fils Owens. Voilà. Donc, deux artistes que j'aime beaucoup et puis qui invitent à garder espoir pour les changements que l'on espère. Voilà. Merci beaucoup, Myrlande, Pierre, puis continuez votre bon travail qu'on suit de très près. D'accord, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. Nous allons nous quitter avec ce coup de cœur, un coup de cœur qui vous est présenté par Myriam Matondo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Mille et une cultures. A Change is Gonna Come est une chanson écrite par Sam Cooke qui parle de justice sociale et de mieux vivre ensemble. Elle a été interprétée par Brian et Thomas Owen. By the river, in a little tent, like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is.